Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le retour effectif de Laurent Gbagbo, depuis le 17 juin 2021, est un pas important pour la naissance d'une Côte d'Ivoire démocratique. C'est une avancée majeure, qui est à saluer, qui est à consolider pour une nouvelle Côte d'Ivoire. Il est à noter que le défi fondamental pour la politique ivoirienne aujourd'hui, est d'arriver à construire un état de droit où les libertés des personnes et des biens sont garanties par une justice indépendante et républicaine. Mais après le retour et l'acquittement de Laurent Gbagbo, quelles leçons pour les Africains? Laurent Gbagbo, rentrera-t-il dans tous ses droits? Suivons maintenant les analyses de nos panélistes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Côte d'Ivoire après l'acquittement et le retour de Laurent Gbagbo, quelles leçons pour les Africains? C'est notre grande interrogation. Depuis l'arrivée de Laurent Gbagbo sur la terre de ses ancêtres et après 10 ans de déportation, des voix se lèvent sur le continent noir pour rappeler les propos des juges et des procureurs de la Cour pénale internationale qu'il est innocent et qu'il devait rentrer dans tous ses droits. Parmi ses droits, eh bien, le tout premier et le plus important, son fauteuil présidentiel. Avant sa déportation, tout le monde le sait, Laurent Gbagbo était le président de la République de Côte d'Ivoire. À cette époque, les médias mensonges, avec pour corollaire leur communauté internationale autoproclamée, avaient choisi des termes qui ont fait sourire plus d'un sur le continent africain. En tout cas, pour ceux qui avaient l'esprit ouvert, plus clair pour le comprendre également. Ces mots, président élu et président reconnu. Laurent Gbagbo était donc le président élu et celui que l'on ne prononce plus le nom était le président reconnu par la communauté internationale autoproclamée. À cette époque, le monde entier a vu un président français se lever dans son pays pour donner des injonctions à un autre président élu par son peuple. Nicolas Sarkozy avait donné 48 heures à un président élu démocratiquement par son peuple de quitter le palais présidentiel, du jamais vu dans l'histoire. Les 48 heures écoulées, Sarkozy, avec l'appui de tout l'Occident, et en premier l'ONU, ont bombardé le palais présidentiel de Côte d'Ivoire. Ce qui, pour les Africains éclairés, était un acte de défiance et un incident diplomatique. Mais sur le continent noir, la peur s'était emparée de plusieurs. En Mondovision, le président Laurent Gbagbo avait été humilié et surtout rabaissé. Pendant ce temps, sa femme torturée et les images ont fait d'ailleurs le tour du monde. 10 années plus tard, les Africains réclament justice, puisqu'il a été jugé par leur justice, qu'il a déclaré innocent de toutes les accusations qui était retenu contre lui et de toutes les accusations qui pesaient d'ailleurs contre lui et son retour dans son pays, il ne reste qu'une seule chose à faire, le rétablir dans tous ses droits. Le président, doit donc retourner comme président de la République de Côte d'Ivoire. D'autres Africains se sont levés ces derniers jours pour demander à l'Afrique tout entière de proclamer Laurent Gbagbo le premier président de l'Afrique unie. Une chose qui, pour les Africains, pourrait pousser les États africains à s'unir et pour former les États-Unis d'Afrique. Il faut juste le proclamer, nous dit-on, et la mayonnaise prendra. Alors, depuis son acquittement et son retour sur le continent, quelles leçons tirent d'ailleurs aujourd'hui les Africains? Nous nous interrogeons et nous vous donnerons également la parole au cours de cette édition pour nous donner votre avis. Vous connaissez d'ailleurs le numéro du standard, il s'affichera et justement, vous viendrez nous répondre et nous dire quelle est la leçon que vous tirez de la déportation de l'innocent Thomas et sans oublier, il faut le dire comme ça, du retour de Laurent Gbagbo dans son pays, en Côte d'Ivoire, mais surtout sur le continent africain, le continent mère de l'humanité. Docteur Jean-Paul Bellec, pour plusieurs Africains aujourd'hui, Laurent Gbagbo était président de la République de Côte d'Ivoire avant sa déportation du côté de la Haye, puisqu'il a été innocenté de toutes les charges qui avaient été retenues contre lui. C'est leur même justice qu'il a innocenté. La seule chose à faire aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on lui remette son fauteuil présidentiel. Vous, qu'en pensez-vous? Alors, contrairement à tous les ministres et ministrons dont j'ai parlé tout à l'heure, ici au Cameroun, le président Paul Biya, lui, je le reconnais que c'est un fin poéticien.
C'est-à-dire qu'il excelle dans l'art et il a l'expérience pour ça, l'art de la politique. Il disait, devant l'ex-Hollande, qui n'a jamais eu son second mandat, ne reste pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Et c'est intéressant mathématiquement parlant, parce qu'on conjure le fait d'être le pouvoir, le nom, le pouvoir, et le verbe pouvoir. Oui. Pouvoir. Pas vouloir. Ce que les Africains veulent, c'est du vouloir. Le peuvent-ils? C'est-à-dire que celui que nous ne prononçons pas le nom, qui a d'ailleurs fui son pays pour l'instant, pour 10 000 raisons, en tout cas il n'est pas là, voilà, nous voulons que celui qui lui apporte la vie, doit apporter la mort, prenne le pouvoir. Nous voulons. Mais non, ce n'est pas que nous voulons. Il faut qu'il prenne le pouvoir. C'est-à-dire que ce doit être effectif. Alors, il doit pouvoir prendre le pouvoir. Il doit pouvoir prendre le pouvoir. Il faut donc faire en sorte qu'il puisse prendre le pouvoir. Les Africains disent que c'est son pouvoir. Et puis quoi encore? Puisqu'il avait... Oui, on peut toujours dire, prenons notre volonté pour la vérité. Non, c'est pas parce que tu veux quelque chose que c'est là. Oui. Il faut faire quelque chose pour que ce soit là. On n'a rien sans rien dans ce monde. On n'a rien sans rien. Pour avoir quelque chose, il faut faire en sorte que ça vienne. Et ce n'est pas les prières qui vont suffire. Parce que Dieu est là pour tout le monde. Si c'est pour les prières, même le plus mauvais de la planète peut aussi prier. Son dernier jour, on ne sait jamais. Il peut sauver son âme, non? Oui, c'est totalement vrai. Bon. Donc, je pense à Hannibal Barca. Oui. Il avait un général, Amarbal, si je ne me trompe pas, qui lui a dit, et la phrase est assez célèbre, après la bataille de Cannes, Cannes c'est en France, au sud de la France, il faut ne pas s'arrêter, continuer, franchir les Alpes et arriver à Rome, puisque les Romains sont en fuite. Hannibal a dit non, pause. Et c'est là que ce général lui donne cette phrase. Hannibal, tu sais vaincre, mais tu ne sais pas profiter de ta victoire. Ayant vaincu la CPI, l'injustice de la CPI, nous triomphons. Oui. Mais nous devons pouvoir profiter de cette victoire en s'assurant que Laurent Gbagbo va effectivement prendre le pouvoir dans un délai le plus bref possible. Voilà ma réponse. Nous assurer que Laurent Gbagbo reprend effectivement le pouvoir. Et le plus tôt possible. Il y a des choses à faire. C'est les termes que vous utilisez. Il y a des choses à faire le plus tôt possible. Il y a des choses à faire pour cela. C'est pas le fait de... Parce qu'on va tenir compte peut-être qu'il y a des gens à recevoir, il faut qu'il se repose, je ne sais pas quoi. Mais pendant que lui le fait, d'autres énergies doivent être mises en branle pour installer ce pouvoir. Oui. C'est un problème de rapport de force, dans lequel nous allons avoir des alliés. Mais vous remarquez les temps présents, en particulier ici en Afrique centrale, et même en Afrique de l'Ouest, quand je regarde, je pense au Mali. Voilà. Vous voyez bien qu'on a d'autant plus d'alliés forts que nous-mêmes nous manifestons notre volonté de nous émanciper et d'afficher notre force. Moi, je suis pour afficher notre force. Je ne suis pas là pour juste dire on se contente de vivre et puis on espère comment on peut plaire aux gens, qu'ils vont nous supporter et puis nous épargneront les affres du passé. Non! Moi, je suis pour que l'Afrique soit la plus grande puissance du monde qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Puisque l'homme est né en Afrique. Par quel miracle cette puissance vous a échappé? Pour ça, il m'en faisait le rappel tout à l'heure. Oui. Donc il faut que nous faisions tout. Oui. Ce qui est en capacité de l'être humain. Pour que nous devions la première puissance du monde, qu'elle soit militaire, économique, au niveau de la population ou autre. D'ailleurs, la nature même nous parle. Voilà un continent qui, au début du XXe siècle, a seulement 100 millions d'habitants. Et à peine. J'ai regardé, en 1970, le Cameroun, c'est un peu moins de 6 millions d'habitants. Le Cameroun, aujourd'hui, c'est 27 millions de poussières d'habitants, en 2021. Madagascar, c'est autour de 6 millions, un peu comme le Cameroun aussi. On a appris ça à l'école primaire. Oui. Madagascar, aujourd'hui, c'est 28 millions d'habitants. La Côte d'Ivoire, c'était même un peu moins. C'était dans des 5 millions et demi. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est 27 millions d'habitants. Le Nigeria, c'était 56 millions d'habitants. Le Nigeria, aujourd'hui, c'est plus de 220 millions d'habitants. Alors, je peux en dire pas. Bon, il y a un État intéressant. C'est la Centrafrique. Parce que tous ces États-là que j'ai cités, quand on les prend, de 1970 à 2021, leur population au bas mot a été multipliée par 4,5. Il y a des États même où c'est multiplié par exemple la Côte d'Ivoire par 5,5, la population. Pendant que la population de la France n'est pas multipliée, elle est augmentée seulement de moins d'un tiers. De moins d'un tiers, ça n'atteint même pas un tiers. C'est pas multiplié, c'est augmenté seulement. Voilà. Mais il y a un État, c'est la Centrafrique. La Centrafrique fait dans les 1 600 000 habitants environ en 1970. Aujourd'hui, c'est dans les 5 millions environ d'habitants. Donc, sa population a été multipliée par 2,6.
par rapport aux voisins, c'est peu. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, ça s'appelle un génocide. Un génocide. Parce que même la RDC, où la guerre a commencé depuis la mort de Lumumba, c'est censé jusqu'à aujourd'hui, plus de 10 millions de morts. La population de la RDC, de 1970 à aujourd'hui, a quand même augmenté de 4,5, multiplié par 4,5 aussi. La RDC. Oui. Donc, il faut expliquer maintenant le Centrafrique dans cette Afrique centrale, et même jusqu'à l'Afrique de l'Ouest, qui, elle, c'est vrai, la population est multipliée, mais seulement par 2,6. C'est peu pour cet environnement. Le Niger, sa population augmente, pareil, multipliée par 4,4. Pas multiplié. Oui, multiplié par 4,4. Multiplié. Oui, c'est pas une augmentation, c'est des multiplications. Mais, voilà, c'est que l'Afrique ne peut pas. C'est que nous sommes déjà une puissance en termes de population. On ne peut pas comparer l'Afrique à l'Europe. Quand tu dis Europe, tu dis augmenter. Et encore, il y a des pays dont la population diminue. C'est le cas de l'Espagne, c'est le cas de l'Allemagne, le cas de l'Italie. La population diminue. Mais quand tu parles de l'Afrique, ce n'est pas augmenter, c'est multiplier. C'est fort. Et la Centrafrique, avec ses 2,6, ces fois 2,6 pour lesquels la France serait déjà dans le bonheur, nous trouvons que c'est insuffisant. C'est parce qu'il y a un génocide qui empêche la population de se multiplier autant que les pays voisins. Okay. Donc ça, c'est une puissance africaine, ce que j'appelle la bombe H, la bombe humaine de la population. Voilà. Donc cette puissance nous doit être accompagnée par tout le reste. Quand on a la population, il faut qu'elle mange, il faut qu'elle vive. L'augmentation du standard de vie dont parlait l'Union des populations du Cameroun. Et pourquoi ne viennent pas nous enlever nos richesses alors que la nature nous a données? Il nous faut une puissance militaire énorme. La bombe atomique, même LH, c'est rien. Il y a encore mieux. Essayez de mettre Jean-Paul Mbelek au travail, vous allez voir. Revenons sur le sujet, messieurs, qui nous intéresse. Je suis sur le sujet, puisque sans la défense, sans la puissance, nous dormons. Même le football, nous perdons. Steve, si nous n'inscrivons pas dans nos têtes la mentalité que nous sommes forts, et nous le sommes, je l'ai prouvé par la population, eh bien nous dormons, tout peut nous arriver. Même les faibles, ils viennent nous manger comme des lions, ils nous mangent vivants. Mais non, il faut que mentalement, on affirme notre force. En l'affirmant mentalement, nous pouvons maintenant la réaliser physiquement. Et en l'affirmant mentalement, nous n'allons plus être des endocolons qui vendent facilement leur pays. Nous allons tout faire pour que, en multipliant nos forces, comme nos populations se multiplient, nous soyons plus forts aujourd'hui qu'hier et demain qu'aujourd'hui. Voilà, excuse-moi, j'ai chuté. Et pendant ce temps, au Merceda, on a vu, lors de l'arrivée de Laurent Gbagbo du côté d'Abidjan, des millions de personnes dans les rues. C'était justement une liesse, il faut le dire comme ça. L'allégresse également, une marée humaine qui accompagnait et qui venait accueillir leur président. Pour eux, d'ailleurs, on a eu quelques images de certains Ivoiriens qui déclaraient que ce n'est pas le pain sardine. Eh bien, pour eux, Laurent Gbagbo, c'est le cœur. Donc, il reste et demeure le président de la Côte d'Ivoire. Je ne pense pas que je pourrais répondre de façon très aisée à votre question. Mais je voudrais simplement dire que Laurent Gbagbo n'a pas été accueilli uniquement à Abidjan. Il était accueilli dans toute l'Afrique. L'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique subsaharienne en homme. Je voudrais, Steve, restituer les choses dans leur cadre, dans la quintessence même de la chose, en rappelant que l'acquittement de Laurent Gbagbo n'est pas un fait du hasard. C'est la victoire des forces transcendantales sur les forces du mal. C'est peut-être l'occasion pour moi de revenir sur ce que j'ai dit d'entrée de jeu, tout en rappelant, sans polémique, à Dr Mbelek, que je m'inscris à son école, à sa pensée. La pensée selon laquelle l'Afrique n'est pas un continent de faibles, de poltrons. Nous sommes des peuples forts. Mais à la différence qu'à ce monde occidental, nous avons d'humanité à porter. Parce que vous l'avez dit vous-même, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Nous avons l'amour, nous avons la tolérance qui a échappé à la société occidentale, à universaliser. Et quand je le dis, ça me permet de m'appuyer sur une pensée forte d'un Africain qui disait tantôt, on ne peut pas chasser la haine à travers la haine, ce n'est qu'à travers l'amour. Mais le peuple africain qui a enduré des siècles durant l'esclavage, l'imbécilisation, le néocolonialisme, aujourd'hui, nous sommes appelés à changer le cours de l'humanité. Et nous ne pouvons pas changer avec la barbarie occidentale. Nous allons apprendre à ces Occidentaux qui ont embrigadé le monde dans leur mercantilisme, dans leur sauvagerie, qu'il y a mieux à faire. Il y a à partager certaines valeurs et ces valeurs se trouvent en Afrique. Lorsque je l'ai dit, ça me permet de revenir très rapidement sur votre question en disant simplement que le retour de Gbagbo est l'expression d'un patriotisme
un patriotisme africain dans sa globalité, puisque Jocelyn Steve, le héros de Mama, ce grand homme, lorsqu'il est arrivé à Abidjan, il ne parlait pas au nom d'Abidjan, il ne parlait pas au nom de la Côte d'Ivoire, il parlait au nom de l'Afrique. Et cette Afrique, c'est un continent qui doit s'unir. La leçon que nous pouvons tirer simplement de cet acquittement et de ce retour de Laurent Gbagbo, c'est de comprendre que l'heure est venue pour l'Afrique de prendre en main son destin. L'heure est venue pour l'Afrique de comprendre que la vérité a triomphé sur le mensonge. L'heure est venue pour l'Afrique de comprendre que les laboratoires internationaux du mensonge et de l'injustice sont dans l'échec total. Et il nous revient aujourd'hui de comprendre qu'une nouvelle dynamique doit être mise sur pied. Et cette dynamique qui nécessite un accompagnement collectif, un accompagnement de toutes les forces vives africaines afin de pouvoir bâtir un continent digne de ce que Léopold Sédar Senghor avait appelé le carrefour de l'histoire. Le carrefour de l'histoire. En tout cas, pour vous, il faut encore travailler. On va encore continuer à travailler. On vous comprend parfaitement, Omer Sena. Albert Anatola ici. Pendant ce temps, Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire. Il est arrivé sur la terre-mère de l'humanité, donc l'Afrique. Et ses premiers mots, il déclare au Ivoire qu'il se sent ivoirien, mais précisément, il se sent plus africain encore. Il déclare au Ivoire que lorsqu'il arrivait du côté de la Haye, précisément en Belgique, eh bien, chez lui, il n'y avait que les Camerounais qui avaient inondé sa maison. À un moment donné, il se sentait comme s'il était lui-même Camerounais. Oui, C'était un clin d'œil fait aux Camerounais ou bien un clin d'œil fait à toute l'Afrique entière? Je pense que c'est une reconnaissance. Et vous constaterez avec moi que lorsque nous convoquons l'histoire à travers, n'est-ce pas, les luttes d'indépendance ont commencé au Cameroun. Et actuellement, la lutte contre la colonisation, j'allais dire pour la décolonisation de l'Afrique, c'est également au Cameroun. Vous avez des médias, ce sont les médias camerounais, justement, qui portent cette lutte. Donc, vous avez une société civile camerounaise qui porte cette lutte. Quand je dis cela, mais permettez-moi d'abord, pour rentrer, avant de répondre à votre question de manière objective et complète, de revenir un peu sur certains faits. J'ai suivi de bout en bout l'actualité relative au retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire sur la terre de ses ancêtres, notamment TV5 Monde. Il y a des choses qui ont été dites là-bas qu'il faut rapidement évacuer. Non, rapidement, il faut les évacuer. Allons-y. Il faut rapidement les évacuer, c'est important. J'ai entendu la présentatrice de ce journal et la commentatrice, c'est-à-dire celle qui faisait le reportage. Alors, dit que Laurent Gbagbo est retourné en Côte d'Ivoire après 10 ans d'exil. Ce qui est absolument faux. Totalement faux. Parce que c'est comme ça que les gens veulent sur les mots. Il faut bien préciser qu'ils aiment bien jouer sur les mots. Il faut donc corriger ça. Oui. Laurent Gbagbo n'était pas en exil. Il a été déporté. Il a été déporté. N'est-ce pas? Par les puissances impérialistes sur un territoire qui n'est pas le sien. Il faut le dire. Et il faut que la jeunesse qui nous suit sache qu'il y a un leader africain du nom de Laurent Gbagbo qui a été déporté en 2011 du côté de la Haye, aux Pays-Bas, pour une affaire pour laquelle il a été acquitté. Et lorsqu'on parle d'acquittement, cela suppose qu'il y avait une accusation derrière. Il y avait justement une accusation derrière. Cette accusation donc a été évacuée parce qu'aujourd'hui, il faut donc que... Parce que j'ai vu quelques tendus, quelques pelés constitués en une sorte de collectif contre des victimes de crise en Côte d'Ivoire, demander l'emprisonnement de Gbagbo pour les faits qui ont fait l'objet d'un procès et d'un acquittement. Allez donc savoir. Je pense donc qu'il faut que ce collectif-là aille chercher les coupables ailleurs que dans le camp de Gbagbo. Parce que s'il a été acquitté, ça veut dire que les coupables sont de l'autre côté. Permettez-moi de revenir en 2000, lorsque le Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire. Quand il arrive en Côte d'Ivoire, j'allais dire, au pouvoir, il est porteur d'un projet politique de nouvelle indépendance. Ça s'appelle la nouvelle indépendance de la Côte d'Ivoire. Cela se renvoyait à quel projet? Cela renvoyait d'abord au démantèlement de la France-Afrique. Vous savez quand même que
Abidjan est la capitale de la France-Afrique du côté de l'Afrique de l'Ouest. Il était question justement de démanteler tous les avatars, toutes les horreurs, toutes les iniquités de la France-Afrique du côté Abidjan. De dénoncer tous les accords que son prédécesseur, Félix Houphouët-Boigny, un de ses prédécesseurs, parmi lesquels Félix Houphouët-Boigny, n'est-ce pas, avait signé avec la France. Eh bien, comme par hasard, pendant qu'il est dans le processus de ce renouvellement, n'est-ce pas, démocratique de la Côte d'Ivoire, eh bien, on lui craint une rébellion. C'est-à-dire Paris lui craint une rébellion qui est portée par M. Ouattara. Moi, je préfère d'abord citer ce nom parce qu'il faut que les gens qui nous suivent sachent de qui nous parlons. Et qui est conduit, cette rébellion qui a été conduite par M. Guillaume Soro. Conséquence, nous sommes, le gouvernement Gbagbo est président d'un pays divisé. Le Nord appartient au personnage que j'ai cité tantôt, qui a mis sur la place publique le tribalisme. Vous avez entendu parler en son temps, n'est-ce pas, les escadrons de la mort et des décharniers. Nous sommes en 2010, après plusieurs reports du fait de cette rébellion et de l'embargo, parce qu'il faut le dire, que l'ONU a imposé à la Côte d'Ivoire. L'embargo sur les médicaments. Ça, je pense que ça devrait faire l'objet d'un débat, parce qu'il faut que l'ONU paie la note, parce qu'il ne faut pas qu'ils soient les premiers à être les procureurs, les magistrats, les juges, tout ce que vous voulez, mais qu'on laisse commettre des crimes et que ça reste impuni. 2010, après plusieurs reports, élection présidentielle en Côte d'Ivoire, eh bien, c'est Paris qui décide que non, comme Gbagbo, dans son projet de renouvellement, n'est-ce pas, de ce qu'ils ont appelé l'indépendance, parce qu'à moins qu'il s'agisse des indépendants du drapeau, comme ils les appellent, surtout que, encore que ces indépendants du drapeau n'ont jamais été l'objet, j'allais dire, d'un consensus endogène et inclusif, parce que ces drapeaux-là, c'est un Guy Georgi, le bras droit d'André Malraux, qui a donné ces drapeaux dans tous les pays, n'est-ce pas, de l'espace francophone. Souvenez-vous qu'à un moment donné, l'hymne national camerounais n'était pas celui qu'on chantait actuellement. Donc, alors, lorsqu'il s'engage dans ce projet, on lui crée donc un coup d'État, non, une tentative d'assassinat, parce que quand vous partez bombarder quelqu'un, quand vous savez dans une maison avec des chars, le messie, ça veut dire que vous avez attenté à sa vie. Alors, tout à l'heure, dans votre chapeau, vous avez indiqué que parmi ces droits qui doivent lui être restitués, il y a le droit au fauteuil présidentiel. Non. Le premier droit fondamental qui doit être restitué à Laurent Gbagbo ici, sans, je dis bien, de manière non négociable. Sans autre forme de procès? Non négociable. C'est le droit à son honorabilité. Parce que son honneur a été salé. Parce qu'il peut être président, mais un président qui n'a plus d'honneur, mais son honneur a été salé. Il faut d'abord son honneur soit rétabli. Ce qui s'est passé à la CPI, on a vu. Mais en Côte d'Ivoire, les acteurs de cette horreur, les acteurs de ce gros scandale, de cette violation la plus inique, la plus abjecte des droits d'un homme, l'ONU doit rester. L'ONU et ses alliés, parmi lesquels c'est un individu qu'on appelle Sarkozy, Choi, entre autres, Ouattara, ils doivent restaurer l'honneur de ce monsieur. Mais que ce droit de restitution de son honneur, de rétablissement de son honneur est fait, on doit maintenant rentrer dans un procès de vérité. Parce qu'il faut qu'on sache, parce qu'aujourd'hui, vous avez une manipulation de l'opinion en Côte d'Ivoire. Vous avez une désinformation de l'opinion en Côte d'Ivoire qui voudrait que un camp soit justement absous de ces iniquités, des plus abjectes, pour qu'on puisse croire que non. Souvenez-vous, Guillaume Soro a dit en son temps que s'il ouvrait sa bouche, beaucoup de politiciens qui tournent la Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo qui va rester, je crois, ce qu'il a bien dit. Donc s'il a dit, ça veut dire qu'il sait de quoi il parle. Donc je pense qu'aujourd'hui, que si ceux qui sont aux affaires en Côte d'Ivoire sont sérieux,
encore qu'ils ne le sont pas. Parce que lorsque vous avez un certain Adama Bitogo qui déclare que le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, c'est le retour d'un citoyen lambda. Comme c'est le retour d'un citoyen lambda, ce n'est pas un événement majeur pour eux, ça veut dire qu'il y a un problème. On est là dans le bal des hypocrites. Alors, ici, vous le savez. Il y a une contradiction quand même. Vous ne pouvez pas dérouler, vous ne pouvez pas ouvrir le pavillon présidentiel à un citoyen lambda, dont le retour est un peu banal pour vous. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je pense que, écoutez, je sors par là, il est important que, il y en a qui pensent que Nelson Mandela, c'est un euro pour eux, mais nous pensons que si Nelson Mandela a été un euro pour certains, nous pensons que si, nous pensons également que Laurent Gbagbo, c'est également un euro pour nous, pour beaucoup d'Africains et de non-Africains. Et de ce point de vue, il faudrait que pour la beauté de l'histoire, qui reprenne le fauteuil présidentiel, qui lui a été arraché par les bombes et les chars, les hélicoptères de Sarkozy en 2011. Ça, c'est important de le préciser, pour l'histoire. Pour l'histoire, vous également, vous êtes d'accord avec ça, Mehdi Momongori, que Laurent Gbagbo, on doit lui remettre justement son fauteuil présidentiel qu'on lui a arraché sous des bombes, des chars, et sans oublier bien sûr de la force française qui est entrée, il faut le dire, à la présidence de la République pour sortir un président d'un bunker. Écoutez, Eddy Mo est quand même camerounais, il n'est pas ivoirien. Il n'a rien à dire de ce côté. Cependant, je voudrais surtout saluer à nouveau Steve Joslingos pour tout ce qu'il fait comme bon travail et tous mes copanélistes qui sont tellement brillants. Et je vais répondre à vos questions, mais je vais revenir certainement sur les propos des uns et des autres. Mais je vais commencer par les propos de Croizat. Croizat vient d'amorcer un tableau du travail des officines géopolitiques établies du côté de l'Occident. Il a articulé quelques leviers. Je vais l'aider à compléter ce tableau. En fait, l'histoire et ceux qui nous écoutent doivent savoir une chose. C'est que la grosse bataille que j'ai évoquée, qui commence après 1990-1991, et qui voudrait que la superstructure mondiale de prédation qui est établie du côté des États-Unis et qui contrôlait l'essentiel du PIB mondial, mais qui est rentré dans une trajectoire baissière depuis quelque temps. Et cette trajectoire est irréversible. Le temps, faudra aussi cette trajectoire est irréversible. Oui. Et cette superstructure de prédation aujourd'hui utilise tous les moyens possibles et imaginables pour bloquer la dynamique de multipolarisation de l'architecture mondiale, oui, et ramener cela à un monde unipolaire. C'est leur travail qu'ils ont manœuvré dans les années 80 jusqu'à porter à la tête de l'Union soviétique par des voies très contournées M. Gorbatchev, et ce qui a permis de bousculer le mur de Berlin et de revenir dans un monde globalement unipolaire. Mais pendant qu'il faisait ce travail, il y avait un autre travail souterrain qui avait déjà été lancé et qui ne pouvait pas concrétiser parce que les lois économiques sont contraignantes. À partir du moment où le Japon, dans les années 70-80, a présenté une compétitivité industrielle de loin supérieure à celle des États-Unis, et où le Japon était naturellement l'atelier du monde, elle a commencé, elle également, à sortir du jeu parce que les coûts de production avaient explosé, ce qui a imposé l'émergence des 4 dragons de première génération, Singapour,
Corée du Sud, Hong Kong. Non, Malaisie, c'est la deuxième génération. Singapour, Corée du Sud, Hong Kong et Taïwan. Ça, c'est les premiers dragons qui, pendant qu'ils sortent, la Chine, sous Deng Xiaoping, est déjà en course depuis le début 80. Elle va à une allure de 10 à 12% l'an. Donc, elle commence à monter. Coïncidemment, il y a l'effondrement du mur de Berlin et un choix stratégique mauvais est opéré par l'Union européenne qui ignore désormais l'Afrique, laisse le vide autour de l'Afrique et permet ainsi à la Chine, à l'Inde et au Brésil d'entrer. Ces échanges entre les nouveaux grands émergents et l'Afrique va relancer la croissance de l'Afrique dès les années 2000. C'est extrêmement important de noter ça. Maintenant que cette dynamique est enclenchée, où l'Asie va très vite, l'Europe investit 2 euros en Afrique contre 27 euros en Europe de l'Est. Mais ainsi sa mort. Quelque chose va donc se passer très rapidement. Ils vont constater à partir des années 91-92, en regardant les tableaux, que certains pays sont en train de prendre une allure qu'on ne peut plus arrêter. Il faut donc maîtriser certains terrains. Et là, je viens sur le tableau de Anatole Haïssi. Un des pays qui doit permettre aux grands prédateurs ou une région qui doit leur permettre de revenir dans le jeu, c'est l'Afrique. Il faut donc contrôler l'essentiel des pouvoirs qui sont établis. Et un des grands centres à côté du Cameroun, c'est la Côte d'Ivoire. Anatole Haïssi a commencé à sortir les leviers par lesquels les officines géopolitiques occidentales ont travaillé. Il en a sorti 2, mais il y en a 5 en fait. Le premier levier est de nature judiciaire. C'est bien de noter que au moment où Laurent Gbagbo est arrêté, il y a une réflexion qui remonte aux années 80 et qui installe un certain Ouattara au Fonds monétaire international, oui. C'est le choix des officines depuis les années 80. Pour la petite histoire, ce monsieur Ouattara qui a privatisé tout pour brader toutes les sociétés africaines, s'était déporté même ici pour privatiser la Sonara en son temps. Le grand Paul a vu le jeu et lui a dit « Papa, reste là où tu es. On ne donne pas notre entreprise. » Donc, Ouattara est le pion et vous allez regarder au niveau des dates ce qui se passe. Ouattara arrive au pouvoir en 2011. Le levier gouvernemental qui a été activé depuis les années 80 sous le couvert du Fonds monétaire international et qu'il a déjà pressenti comme leur homme, se met en route. Mais pendant qu'il se met en route, les Nations Unies qui font le jeu trouble de tout ont déjà complété leur architecture institutionnelle en créant la CPI. Et si vous allez visiter la CPI, vous allez comprendre des choses immenses. En 2011, coïncidemment, Fatou Bensouda est élu procureur général. C'est toujours dans la... Ça, c'est le levier, c'est l'autre levier qui est le levier institutionnel, qui est déjà mis en route. Pour dire, on sait que, et merci Anatole ici,
On sait que Laurent Gbagbo est venu ici, entre autres, pour détruire le franc CFA. Et s'il détruit le franc CFA, il détruit la porte d'entrée, pas seulement de la France, mais de l'Occident dans la zone. C'est comme ça qu'il faut lire ça. Donc le levier, ce levier qui est conduit par Fatou Bensouda, qui a raté sa mission, donc qui est dehors, aujourd'hui vous êtes au courant. Remplacé, oui. Et qui est ancien ministre de la Justice gambienne. Ce levier va permettre de mettre la main sur Laurent Gbagbo. Mais avant ça, je dis bien, c'est en 2011 que Ouattara arrive, le levier gouvernemental, programmé depuis les années 80, Bensouda se met au travail, levier institutionnel, en 2011. La même année, on utilise l'autre levier qui est le levier judiciaire, la commission électorale indépendante. Du côté de la Côte d'Ivoire. Elle est infiltrée. On y installe un certain Youssouf Bakayoko qui va déclarer les résultats avant que le Conseil constitutionnel ne les déclare à l'hôtel du Golfe où installé le quartier général de Ouattara à côté de l'ambassadeur de la France oui. Et les institutionnels américains. Regardez tout ce tableau. Mais le tableau, pour être complété, il y a deux autres leviers. Le levier sécuritaire qui est activé depuis 1999. Lorsque, vous savez que Laurent Gbagbo, plutôt Houphouët-Boigny, il s'en va en 1993, le 7 décembre 1993, il s'en va. Le vieux est remplacé par son héritier présomptif, qui est le sphinx de Daougrou, qu'on appelle Henri Konan Bédié. Le sphinx de Daougrou, oui. Qui va régner de 1993 à 1999. Et qui est chassé du pouvoir par Ouattara. Comment par Ouattara? C'est les soldats félons qui sont dans la garde rapprochée de Ouattara, qui vont monter, on le sait aujourd'hui, notamment Ibrahim Koulibaly. Ibrahim Koulibaly, qui est la garde rapprochée, c'est eux qui vont s'introduire. Donc les officines occidentales l'ont aussi identifié et l'ont mis dans la trajectoire. L'autre levier que le monde occidental manipule de plus en plus fort, et merci encore à Anatola ici, c'est le levier populiste. Ce levier populiste est articulé par un certain Guillaume Soro, dont les mouvements séparatistes, indépendantistes, minoritaristiques sont toujours utilisés par la superstructure de prédation qui s'organise autour des 13 grandes familles que nous connaissons très bien, Rothschild, Rockefeller, Solomon, Lehman, etc., et qui gouvernent, qui gèrent jusqu'à la Federal Reserve, la Banque centrale américaine, 12 banques régionales qui gèrent la Banque centrale américaine, et c'est une infiltration de ces familles. Donc cette superstructure de prédation s'assure toujours. Quand même préciser que la Fed, elle est privée. Hein. La Fed est privée. Voilà, c'est une banque privée. Cette superstructure de prédation s'assure qu'elle contrôle totalement le monde. Vous avez fait une excellente émission sur la Bilderberg Group. Oui. Il y a deux autres corporations, la Commission trilatérale et surtout la Council on Foreign Affairs, dans laquelle aujourd'hui se trouve Félix Tshisekedi. La Council of Foreign, excusez-moi, je vais peut-être chuter probablement par là, qui téléguide
la CPI, parce que c'est bien de noter que la CPI est financée par le gouvernement américain, par le gouvernement britannique, mais aussi par des fonds privés. Et donc tous les grands prédateurs y mettent de l'argent tous les jours. Ces mêmes grands prédateurs, c'est bien de le rappeler, c'est la famille Rockefeller qui donne, qui octroie sous le couvert de l'État de New York le site actuel de l'ONU. Le site actuel de l'ONU. Donc, je ne vais pas Site continuer. actuel de l'ONU en location. Oui, l'ONU est en location chez quelqu'un. L'ONU est en location chez Il faut des bien gens. le préciser parce que le site Donc, actuel de l'ONU est en location. Et il est en Inter, location. c'est- Donc, on gère tout. Le Fonds monétaire est en location. Tout le monde appartient à ces gens. Maintenant, permettez-moi de... Merci, Anatole, ici, pour ces leviers. Donc, il y a 5 leviers. Le levier judiciaire, le levier populiste, le levier sécuritaire, le levier gouvernemental et le levier institutionnel qui ont été... C'est un cas d'école, mais... Tous les autres pays sont infiltrés de la même façon. Regardez. Donc, il y a des ministres, il y a des agents de sécurité, il y a des procureurs, il y a les diplomates et tout le reste qui sont infiltrés bien avant 10, 15, 20 années par ces officines géopolitiques. Merci. Je reviens maintenant sur quelque chose de central que ces mêmes officines connaissent. Elles savent, merci Jean-Paul. Jean-Paul a parlé des indices de fécondité, pour être plus explicite. Les indices de fécondité, en effet, les plus alertes, les plus vifs, se retrouvent en Afrique. Merci, il a annoncé que l'Afrique ne comptait en fait que 150 millions d'habitants en 1900. C'est ça? 100 millions. 100 millions d'habitants. En 1900. 1900. Maintenant, regardez ce qui va se faire. Et c'est ça le facteur solide et irréversible qui porte l'Afrique, qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veut pas, au centre des affaires à partir de 2040. Qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veut pas. Je démontre. Statistiquement, et là j'utilise l'outil le plus violent et le plus moderne. Lui, c'est ce que c'est, les statistiques bayésiennes. C'est un outil qui permet d'accélérer certaines variables, même dans le temps sur des décennies. Cet outil est utilisé aujourd'hui. On sait ce que ça veut dire pour les géographes et les démographes et onusiens. Nous, on avait déjà articulé cela. On avait déjà dit à la face du monde qu'entre 2100 et 2120, la moitié de la population du monde sera noire. On dit également que ce sera à partir de 2050, 2040, 2050. Non, à partir de 2050, 26% de la population du monde sera africaine. Et à ce moment précis, le Nigeria, il a évoqué, il sera plus peuplé que toute l'Europe hors Union soviétique. Mais seulement en 2100, le Nigeria sera le pays le plus peuplé du monde, avec 1 milliard d'habitants, suivi de l'Inde et en 3e position de la Chine. C'est pour cela que la Chine aujourd'hui, qui évolue, merci Jean-Paul, en deçà du seuil de renouvellement des populations, c'est un ratio qui est connu dans la géographie économique, c'est 2,1 enfants par femme. C'est ce que la Chine maintenant a accepté. Elle a accepté parce que la population est vieillissante. Elle est vieillissante et qu'elle est en train de sortir du jeu. Oui. D'ailleurs, elle n'est pas la seule. L'Union soviétique, la Russie venait il y a 2 ans de voter tout un lot d'argent, 375 milliards de dollars pour se relancer. Mais elle ne se relance pas seulement en modernisant son appareil de production et ses stocks d'infrastructures, mais également en favorisant la poussée démographique. Parce qu'en fait, le monde tel qu'il se dessine aujourd'hui,
va prendre une architecture multipolaire, polycentrique, avec la superstructure occidentale, qui va rester, mais la Chine va être un autre pôle, parce que la Chine pèse aujourd'hui, la Chine ne pesait que 1% du PIB mondial en 1990. La même année, les États-Unis pesaient 22%. Je m'excuse. Aujourd'hui, la Chine, c'est 16%. Les États-Unis, c'est 15%. Vous voyez qu'il y a un mouvement de rattrapage énorme. Et que une belle réduction entre-temps. Et qu'en 2030, la Chine sera positionnée en première position, suivie des États-Unis. Donc, il y aura sur les 5 premières puissances économiques du monde, 4 seront asiatiques. Chine en première position. Deuxième, l'Amérique du Nord. Troisième, l'Inde. Quatrième, très probablement pas le Japon, l'Indonésie. Ensuite viendra le Japon. Donc il y a un recentrage asiatique qui est clair et qui est net. Merci. Donc ces indices de fécondité sont irréversibles. On ne peut pas les tourner. Et la plus forte, merci Jean-Paul à nouveau, la plus forte dynamique démographique est articulée justement en Afrique centrale avec des indices de fécondité de 5,5 enfants, suivi de l'Afrique de l'Ouest 5,2, avec un cas exceptionnel qu'on appelle le Niger, qui va chercher entre 7 et 8 enfants par femme, donc qui aura 200 millions d'habitants d'ici 2060, quel que soit ce qui va se faire. Je vais sortir par là, mais en chutant sur les très beaux propos de Homer. L'Afrique n'aura peut-être pas besoin de bombes atomiques. On espère justement. Non, excusez-moi de chuter. Elle n'aura peut-être pas besoin de bombes atomiques parce que, en fait, les mentalités sont en train d'évoluer. Vous voyez qu'on gifle certains présidents de part et d'autre. Vous voyez beaucoup de choses. Certains sont en prison. Les mentalités sont en train d'évoluer et les plus jeunes n'accepteront plus ce modèle de croissance qui est fondé sur la prédation, qui est fondé sur la même base, sur les propriétés africaines. L'Afrique a une mission. Sa mission est civilisatrice. C'est le grand frère. Il doit créer la seconde humanité, une nouvelle humanité, un nouveau ciel. Merci, merci infiniment. Merci pour ce long et brillant exposé. Il fut long, mais brillant également. Docteur Jean-Paul Ballet, commençons à sortir, parce que dans un instant, nous allons ouvrir le standard pour nos invités. Jusqu'à preuve de compte, on a compris, on a très bien suivi d'ailleurs l'excellent exposé du docteur Edimo. Cela signifie tout simplement qu'aujourd'hui, sur le continent africain, il le savait déjà, tout est calculé d'avance. C'est ce qu'on a compris dans ses propos. Tout est calculé d'avance, tout est fait avec minutie. Et ça signifie également que l'Europe, pour ne pas dire l'Occident tout entier, sait aujourd'hui que le plus gros problème, c'est l'Afrique. Et l'Afrique a toujours été pour eux, disons-le comme ça, une aiguille dans le talon. Oui, c'est un problème pour eux parce que à ce jour-ci, ils pensaient qu'ils maîtriseraient l'Afrique déjà. Oui. Parce qu'on serait des soumis. Pas de chance. Ça ne se fait pas du tout. Ça ne se fait pas. Non mais attendez, on va citer quelques calamités qu'on nous a promis. Attendez, vous vous souvenez qu'il y a eu quand même Ebola? Oui. Bon, SIDA, Ebola d'abord. Hein. Après, il y a eu SIDA et Ebola plusieurs fois. Ah, okay. Oui. Après, il y a eu le SIDA. Oui. Et il y a le Covid. Il n'y a pas encore, plus tard qu'hier, le paludisme. Et la famine, vous avez oublié la famine. Et tout ça, et les guerres. Et voilà. Et puis, et même on est même des cannibales. Donc, à la limite, quand on a faim, on se mange entre nous. Ce qui permet de réduire encore la population. Oui. C'est n'importe quoi. Pas plus tard qu'hier, j'entends un de nos frères africains. Celui Blanchi. Oui, très blanchi même, qui est à l'OMS. Celui qui est à l'OMS là. Ghebreyesus. C'est ça. Voilà. Tedros Ghebreyesus. Jesus, il est Jesus. Il est Jesus. Non, bon. Il est Jesus, il a marqué Jesus dedans. Non, vous êtes chrétien, admettez qu'il a Jesus. Il a Jesus, c'est dans son nom. Bon, en tout cas, celui-là, il dit que les grandes catastrophes entendent encore l'Afrique au niveau du Covid-19. Attendez, la maladie là est terminée. Même ceux qui l'ont inventé, avec leur business plan, jettent l'éponge et veulent en sortir. Depuis ce dimanche, c'est le déconfinement du côté de la France. Voilà. Depuis jeudi, ils ont jeté les masques. Mais bien sûr. Donc, ça veut dire que l'Afrique
est en fait... vous savez que moi je suis un scientifique, mais ça m'empêche pas d'être croyant. La seule chose que je n'adhère pas, ce sont les fameuses religions abrahamiques, là. C'est tout, parce qu'elles ne prouvent rien, à mon niveau. Mais les religions africaines, moi j'adhère. C'est parce qu'elles prouvent tout, étant basées sur les mathématiques. Bon, Comment l'existant vint à l'existence? c'est votre droit. Comment... Non, je sais que toi t'es chrétien, mais permets-moi. Mon père a eu tort de m'appeler Jean-Paul, hein. Il a eu tort. Mais c'est pas à cause du christianisme qu'il m'appelait Jean-Paul. C'est par rapport à un Corse. Il avait un ami Corse qui s'appelait Jean-Paul. Non, c'est pas par rapport au christianisme. Je crois que c'est chrétien. Bon, je dis, hein, Oui. Steve, écoute bien. Je vous écoute parfaitement. Comment l'existant vint à l'existence? Question. Il y a des choses spirituelles qu'on n'explique pas. Non, je te pose pas la question. Ah, d'accord. Je dis question, mais je ne la pose pas. C'est toi qui poses des questions. Je vais paraphraser un peu. Je vins à l'existence en la personne de l'existant quand rien d'existant n'existait encore. Qui parle? Ré. Ça, c'est un texte d'Égypte ancienne. Plus philosophique que ça, tu meurs. Tu meurs. Plus mathématique que ça, tu meurs. Immortel. Parce qu'il est venu à l'existence. L'existant est venu à l'existence. Il n'a pas toujours existé. Je veux à l'existence. J'existais donc. Et c'est là que maintenant les modes d'existence de l'existant deviennent multitude. Avec son principe de la transformation. Lui-même, il n'a pas tout existé. Et c'est la logique mathématique. On ne peut pas avoir une théorie des ensembles cohérente si on ne postule pas l'ensemble vide. Pour nous, l'ensemble vide, c'est le non-être. Avant l'être, il y a d'abord le non-être. Absolument. L'Afrique étonne parce qu'elle est à l'origine de l'humanité et que le reste de l'humanité l'a oublié ou fin de ne pas s'en rappeler. Par conséquent, nous avons nous avons dans nos sociétés cette capacité à faire ce mystère, à le rendre visible. Comment on passe de non-existant à l'existant? Absolument. Comment l'Afrique qui n'était pas une puissance, c'est-à-dire moins de 100 millions d'habitants, y compris l'Afrique du Nord, hein, qui n'ont pas subi l'esclavage, comme le Sud Sahara. Et nous arrivons maintenant à 1,4 milliard et même 2 milliards en 2100, en 2050. voilà. Comment on fait? Nous allons passer du non-être dans l'arène mondiale à l'être total dans l'arène mondiale. Ça veut dire que le monde, c'est nous. C'est nous. C'est ça, c'est la vérité. Et nul autre. J'ai encore écouté Vladimir Poutine tout à l'heure avant de venir ici. Ce monsieur est lucide. L'alliance, là où c'est que l'Afrique n'est pas au hasard. Ce n'est pas affectif. Absolument. Quand bien même on pourrait... C'est un autre pôle. On pourrait mettre en relation nos différents destins. Mais c'est bien réfléchi. C'est là que les Chinois, moi, je ne peux pas leur faire la moindre confiance. Parce qu'ils ont eu la capacité... Vous n'êtes pas le seul dans ce cas, ne vous inquiétez pas. Bon, ils ont eu la capacité de faire cette lecture de la même façon. Oui. D'autant plus que nos relations avec la Chine, en termes Afrique précoloniale, sont beaucoup plus anciennes qu'on le laisse croire. Okay. Donc, les Russes, il a fait la lecture. Il sait que c'est pas que comme disait Fodouani, je suis désolé pour les Ivoiriens, hein. C'est une calamité d'avoir eu comme dirigeant Fodouani, surtout après l'indépendance. C'est une calamité, franchement. Hein. Pourquoi? Parce que ce monsieur a eu la chance d'être le président de RDA. Et l'Union des populations du Cameroun, par exemple, s'était mis comme section camerounaise du RDA. C'est-à-dire que ce monsieur avait toute l'Afrique, au moins francophone, derrière lui. Et c'était lui qui était le chef. Le chef. Et avec ça, au lieu de faire avec, il a préféré trahir. Non. Moi, je ne peux pas être fier d'être ivoirien. Je suis désolé. Moi, je ne peux pas être fier d'être ivoirien. Je suis africain, mais je ne peux pas être fier d'être ivoirien. D'ailleurs, je comprends que certains mettent en avance un autre nom. J'entends Eburni. Vous avez déjà entendu parler d'Eburni, non? J'en ai déjà entendu parler. Pour ne plus sonner ivoirien, parce que ivoirien, ça fait trop penser à Fodouani. Oui. Et puis, ivoirien. Ivoirien. Ivoirien, c'est même pas... Non, faut changer de nom, les frères, là-bas, là, faut changer. Laurent Barbeau, là, change de nom. Eburni, ou autre chose, comme tu veux. Comme en Afrique du Sud, ils voulaient mettre Azani, Eburni, ou autre chose. Mais il faut Côte d'Ivoire, même le Ghana a enlevé Côte de l'Or, non? Oui. On a mis... Gold Coast, on a mis Ghana. Voilà, il faut arrêter, quoi. Voilà. Tu sais, je chute. Oui, justement. Messieurs, on va rester sur les théories scientifiques. Hein. On va revenir sur le sujet qui nous intéresse, parce qu'il faut l'approfondir d'ailleurs. Plusieurs Africains disent aujourd'hui au maire Seda, au Ivoire, qu'il faudrait que Laurent Gbagbo devienne le président de toute l'Afrique. Comme ça, on fera naître dans les jours qui viennent, justement, les États-Unis d'Afrique. Je pense que votre question est la bienvenue, puisque nous parlons là de la thématique après... Quelle leçon? La leçon selon laquelle Laurent Gbagbo en lui porteur un symbole. Oui.
J'ai cru entendre dire par ce grand homme qu'il saluait l'Afrique. Ses premières paroles. Ça veut dire que l'homme est sorti de sa dimension ivoirienne pour s'imposer comme, comment dirais-je, de façon concrète. Il est le porte-étendard d'un combat. Il est la réalisation, la matérialisation d'un combat qui ne date pas d'aujourd'hui. Mais j'aimerais bien poser la question de savoir, de façon très simple, Singos, qui aurait cru, face à cette machine à tuer, face à cette machine à écraser, le docteur Edimon l'a si bien dit, le docteur Bellec, 3A, c'est tout un complot international qui allie tous les leviers. Oui. Et tout ce complot international a échoué face à un homme qui n'avait pas d'âme, qui avait la parole. Nous avons assisté à ce procès. Mais Laurent Gbagbo était face à un monde occidental qui avait tout à sa portée. Les armes, les institutions internationales. Mais il a pu les vaincre. C'est toute une leçon. Et cette leçon me permet de dire, même si je vais paraître ridicule, que l'Afrique n'a jamais été un continent faible. L'Afrique a été toujours la plus grande puissance du monde. Mais je voudrais prendre des domaines aussi variés que cela puisse être. Le domaine sportif. On nous présente comme des sous-hommes. Mais quand on parle du tennis, on voit Yannick Noah. Cette France qui nous présente comme des cannibales. Mais la fierté de l'équipe nationale française, elle a été toujours faite par des Noirs, Jean Tigana, Marcel Desailly, Lilian Thuram, aujourd'hui Etienne Mbappé et tout autre. Mais sont-ils aveugles? Non, l'Afrique n'est pas un continent faible. Le domaine de la force même, allons-y. Mais Francis Ngannou, qu'est-ce qu'il vient de nous montrer? Il vient de montrer à ces Occidentaux qu'en dehors de la manipulation, l'Africain est un homme de terrain. L'Africain est un homme d'action. À la seule différence que le panafricanisme est un humanisme. Nous sommes des hommes de cœur. Nous sommes des hommes portés des valeurs profondes, les valeurs de l'humanité, les valeurs de tolérance. Et docteur Edimon l'a si bien dit, l'Afrique a une mission. L'Afrique a une mission salvatrice. L'Afrique doit pouvoir dire aux Occidentaux que si l'école de Charlemagne, si Charlemagne, à travers son école, on nous a appris, bon, nous nous exprimons en français, je m'exprime en français, c'est une très bonne chose. Mais l'Afrique aujourd'hui... Ce n'est pas lui qui a créé l'école. Hein. Ce n'est qu'une parenthèse. Voilà. Aujourd'hui, cette situation nous permet... Tout à fait. Cette situation nous permet de dire à Paris, de dire à Londres, de dire à New York, l'heure est venue de vous asseoir et de vous inscrire à l'école panafricaine, d'apprendre à substituer, je veux dire remplacer vos valeurs barbares, vos valeurs de prédation, par des valeurs d'humanité, pas des valeurs de solidarité, pas des valeurs de tolérance et de partage. Avez-vous vu, avons-nous vu un homme déporté, 10 ans, sevré de sa famille? Mais l'homme était la joie, il transpirait la joie. Aucune haine, Laurent Gbagbo. C'est ça l'Africain. C'est ça que l'humanité devrait retenir, que l'acquittement, le retour de Laurent Gbagbo nous annonce des lendemains meilleurs afin que la jeunesse africaine comprenne que nous sommes des porteurs de valeurs universelles du monde de demain. Que le monde de demain, c'est l'Afrique. Le futur de l'Afrique, le futur du monde, autant pour moi, se trouve en Afrique. Et par-delà toutes ces choses, les dirigeants africains devraient comprendre aujourd'hui que aller à Paris pour s'enrichir n'a plus de valeur. La destination, c'est maman, où se trouve Laurent Gbagbo, cette bibliothèque, pour pouvoir rendre réel ce rêve de nos pères fondateurs, des pères fondateurs du panafricanisme, je vous l'ai dit. Merci à vous, Omer Cheda. Albert Anatola, ici, le 19 juin dernier, était un jour mémorable. C'était le jour du retour de Laurent Gbagbo sur la terre de ses ancêtres, sur la terre mère de l'humanité. Mais on ne va pas également oublier que ce même 19 juin 2021, Paul-Stéphane Nicolas Sarkozy a été condamné à 6 mois de prison ferme. Vincent Bolloré, eh bien, il faut également le dire, ses comptes ont été gelés dans 5 pays du continent africain. Et pendant ce temps, du côté des États-Unis d'Amérique, Joe Biden a déclaré que ce 19 juin sera justement la journée, il faut le dire comme ça, il faut le dire, contre l'esclavage, un jour férié, c'est devenu un jour férié justement du côté des États-Unis, c'est ce qu'il a déclaré, pour faire honneur
aux Noirs. C'est ce qu'on nous a dit. Pendant ce temps, ne va-t-on pas penser encore là que nous sommes là en pleine manipulation pour faire baisser les bras aux Africains et surtout panafricanistes qui luttent fort pour avoir tous ces résultats? Oui. Et c'est une coïncidence quand même que tout se passe le même jour. Mais écoutez, les affaires de Sarkozy qui le concernent avec sa partie, ça le concerne. Ça ne concerne que Sarkozy. Moi, je voudrais que Sarkozy soit jugé par rapport aux crimes, sur les crimes qu'il a commis sur le continent africain, notamment en Côte d'Ivoire, oui, au Mali, entre autres. Oui, en Libye, autant pour moi. S'il est condamné pour ces crimes, moi, ça m'intéresserait. Ça ne m'intéresse pas ces histoires, n'est-ce pas, les faits divers, n'est-ce pas, les faits de société. Parlons du 17 juin, il faut voilà, bien préciser. Voilà, donc moi je pense que ça ne nous concerne pas. Je ne voudrais pas que ces condamnations dans son pays, par la justice de son pays, soient pour moi comme ils sont exutoires, non. Du tout. Je voudrais que Sarkozy soit condamné, peut-être même fusillé pour les crimes. C'est pas trop dur là? Non, c'était une caresse, l'assassinat, n'est-ce pas de... Puisqu'on déclare que le panafricanisme est un humanisme, Albert Anatolaïzi. Nous avons des panafricanistes qui ont été assassinés. Hein? Nous avons été... Le panafricanisme est un humanisme, oui. Jean-Paul Bellec. Mais sauf que vous avez un panafricaniste qui a été tué, son corps mis dans la cire et on présente sa dent comme trophée de guerre. Et vous trouvez que ça doit être comme ça? Moi, je pense que si M. Sarkozy, j'assume ce que j'ai dit, s'il peut être fusillé par les Africains pour les crimes qu'il a commis sur le continent africain, moi, ça me ferait plaisir. Mais contre Kadhafi, contre les Ivoiriens, il ne faut pas l'oublier. Oui, parce que le désordre qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, c'est Sarkozy qui en est l'auteur. Oui, c'est lui qui allait chercher le fameux mandat de l'ONU. C'est un groupe criminel. Il ne faut pas également oublier le nec de maison, Barack Obama aussi. Je suis d'accord. Si vous condamnez Sarkozy, il faut bien que vous condamniez Barack Obama également. Mais pour Bolloré, écoutez, mais justement, ce sont les intérêts de Bolloré en Côte d'Ivoire, de Buc en Côte d'Ivoire et des autres qui ont été à l'origine de la déportation de Laurent Gbagbo. Parce qu'il était question dans le projet que j'ai énoncé tantôt de tuer la France-Afrique. Et vous connaissez la laideur, l'horreur de la France-Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, en tout cas dans l'espace francophone d'Afrique. Donc, si monsieur Bolloré est condamné parce que c'est un criminel, il faut le dire. Et il est condamné pour quel fait? Du fait de la condescendance, de leur mépris. Il s'agit de quoi? Je le dis de manière brève. Il y a un opérateur économique burkinabé qui fait la commande, n'est-ce pas, d'un groupe électrogène. Et c'est l'une des sociétés des filiales de Bolloré au Burkina Faso qui est chargée, n'est-ce pas, de transporter ce groupe électrogène. Résultat de course, ce groupe électrogène ne va jamais arriver à son propriétaire. Et quand on lui demande justement des comptes, comme à leur habitude, ils utilisent de la condescendance. Eh bien, l'opérateur économique burkinabé n'avait pas de choix que de saisir la justice de son pays. Justement, qu'il y a une grande cause. C'est aussi clair que ça. Moi, je pense que ce qui s'est passé au Burkina Faso, ça devrait faire tache d'huile sur le reste de l'Afrique, sur d'autres pays de l'Afrique, parce qu'il faut que ces gens cessent d'être condescendants. Au Cameroun, vous avez une des filiales de Bolloré qui a tué, n'est-ce pas, le type portier, qui était en phase de tuer le type portier qu'il a tué le rail camerounais, qui part avec l'argent du contribuable camerounais, qui part avec le matériel qui appartient à l'État camerounais, et puis ils ont même le culot encore de porter plainte à l'État camerounais, au port autonome de Douala. Il y a quand même que c'est passé, on peut voir s'il y a de condescendants. Maintenant, pour ce qui concerne les affaires de Biden, écoutez, du côté des États-Unis, c'est une très bonne chose qu'au moins qu'ils reconnaissent qu'ils sont des criminels. Si ça peut, justement, être de manière effective, ça veut dire que ça peut empêcher, ça peut sensibiliser les autres locaux-d'armes de ne plus tuer les Afro-Américains de ce côté-là. C'est une très bonne chose, mais on voudrait qu'ils aillent plus loin. On ne veut pas rester dans les symboles, on veut rester dans les faits. C'est-à-dire que lorsqu'un locaux-d'armes tue un noir, eh bien, qu'il fasse la prison. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une sorte de racisme institutionnel qui est aux États-Unis, un racisme d'État. C'est établi.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne fait pas bon d'être noir de ce côté-là. Oui. Même pas du côté de la France, Albert Anatola ici. Pareil. Non, puisque nous sommes du côté des États-Unis. Maintenant, pour revenir, moi je préfère qu'on revienne sur la thématique pour dire que, écoutez, quelles sont les leçons que les Africains devraient retenir à mon sens? La première leçon qu'il faudrait retenir à mon sens, c'est que l'Afrique, c'est un continent. Et comme l'Afrique, c'est un continent, ça veut dire que nous avons les mêmes institutions que les autres ont. Et qui ne sont même pas des modèles d'institutions. Contrairement à ce qu'ils nous font croire. Pendant ce temps, ils considèrent quand même que l'Afrique est un pays, Albert Anatola ici. Mais c'est à nous de leur faire comprendre qu'ils ne connaissent pas l'histoire, parce que d'ailleurs leur propre histoire, ils ne la connaissent pas leur propre histoire. Lorsque quelqu'un magnifie un criminel comme Napoléon Bonaparte, et vous voulez que s'il ne pas de démocratie, je vais écouter, je vais l'écouter, je vais le prendre au sérieux, je ne pense pas. Et ils ont la prétention de dire qu'ils sont des modèles. Donc, alors, la première chose, donc, c'est que les Africains devraient retenir comme leçon par rapport à l'acquittement au retour de Laurent Gbagbo sur le continent africain, c'est que lorsque un fils ou une fille africain a des problèmes avec sa communauté, que ce soit sa communauté qui le juge, et non les étrangers. Ça, parce que nous avons l'institution pour ça. Le passé africain, c'est ça. Nous avions notre arbre à parler. Lorsque vous aviez des problèmes avec la communauté, si votre faute était lourde, vous étiez banni. Si c'était moins lourd, vous étiez sanctionné. Si c'était pas le cas, vous achetiez la cola, et c'est pas. Depuis vendredi, apparemment, il y a quelqu'un qui a été banni, on ne doit plus prononcer le nom. Non, alors, c'est comment ça se gère dans le contexte africain. Deuxième chose. Donc c'est la décision qui a été prise. Deuxième chose, les leçons que les Africains doivent comprendre, ces gens, ils sont dans un processus de recolonisation de l'Afrique. Ils vont utiliser soit les relais locaux, ce que nous appelons les endocolons, à travers le conseil, n'est-ce pas, présidentiel pour l'Afrique, qui a remplacé la cellule africaine, l'Élysée, et qui est dirigé par les mélanodermes, c'est-à-dire soit les Africains directement, soit les Africains, les Français d'origine africaine, comme monsieur, vous avez un certain Lionel Zingzou, vous avez un certain Achille Bembe et les autres, Kakou Napo, voilà. Oui. Vous les avez comme ça. Donc ils vont utiliser ces relais. Pour recoloniser l'Afrique, il faut donc qu'ils sachent que quand ils viennent en Afrique, ils ne sont pas dans une mission civilisatrice, contrairement à ce qu'ils disent à leur opinion, à leur population, à leur peuple. Ils sont en mission de prédation et de criminalité, il faut le dire. C'est clair. Parce que s'ils venaient en mission de civilisation, ils étaient en Afrique pour une mission civilisatrice, et ne seraient pas en train de tuer justement les Africains en pillant l'uranium, justement d'or, de pétrole. N'est-il pas également de bon ton aujourd'hui, Albert Anatola, ici, de dire aux Africains de ne pas jouer le jeu de l'Occident? Non, je pense que ceux qui sont sensibilisés à travers les émotions que nous organisons dans votre chaîne, ils comprennent déjà quel est véritablement le rôle, quelle est la véritable mission de cela. Mais malheureusement, vous avez, même ceux qui nous occupent parmi eux, il y en a qui complotent contre leur peuple, leur population, contre leur pays. Vous avez ce que j'appelle souvent les ONG qui passent tout leur temps à travailler pour les impérialistes, à travailler pour la prédation internationale, à travailler pour une nouvelle recolonisation de l'Afrique. Donc, je pense que la troisième leçon que les Africains, ils sont par là, que les Africains devraient retenir, c'est que il faut que l'Afrique ne soit plus ce continent qui est l'avenir des autres. Parce que si le continent africain devient l'avenir des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de l'Espagne, ça veut dire que vous êtes exposé, ça veut dire que vous êtes exposé à une menace. À une menace de quoi? D'éradication. Et pendant ce temps, nous allons dire à nos téléspectateurs et surtout à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment que le standard est désormais ouvert. Vous pourrez justement nous appeler pour donner votre avis quant à des leçons d'ailleurs que vous en tirez du retour de Laurent Gbagbo. Quelles leçons justement pour les Africains et surtout pour le retour de Laurent Gbagbo? Je vais me tourner vers vous en quelques secondes avant de commencer à prendre les appels qui commencent déjà à arriver. Docteur Idimo. Pourquoi quelques secondes? Bon, vous me permettez donc de prendre des appels déjà. Je vais revenir à vous dans un instant. Au téléphone, ça commence à sonner. Bon après-midi. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle? On m'appelle M. Ahmed de Benghazi. De Benghazi, on vous écoute. Ok. Le 19 juin dernier, a dit que Laurent Gbagbo, à partir de nous devons. Parce que moi, je suis un Koudis. Je défends Gbagbo. Je demande. Lui, avec qui, qu'on doit pas. On a de sérieux problèmes avec vous, hein. On ne vous entend pas, on est coupé, on est entrecoupé. À chaque fois que vous parlez, on espère que vous allez revenir. Nous allons prendre un autre appelant rapidement au téléphone. Au téléphone, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle? Allô, vous m'entendez? On vous entend parfaitement. Comment est-ce qu'on vous appelle? Oui, je m'appelle Willy, j'appelle depuis la Turquie. Depuis la Turquie, on vous écoute. Ouais, je crois qu'il est temps que les Africains cessent de négocier avec leur identité africaine et qu'ils ont vu comment Laurent Gbagbo a mis Dieu devant et lui-même derrière et la tête levée, on a vaincu. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Merci à vous également qui nous regardez depuis la Turquie. On reste toujours au téléphone. Le standard reste et demeure ouvert. Vous voyez d'ailleurs le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de vos écrans. On prend un autre téléphone. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Steve Josselingos. C'est Jimmy. Jimmy Stéphanie. D'accord, on vous écoute. Voilà, donc je tiens à dire merci à tout le monde qui est là sur le plateau. Et vous avez exposé d'un exposé vraiment très efficace par rapport au thème de ce soir. Donc je suis très contente et que Dieu vous bénisse franchement. Et j'aimerais dire aussi à 3A, je comprends la colère de 3A. Fusiller, non, moi je ne pense pas. Donc je pense que ce qui est déjà en train de se passer, c'est une grâce de Dieu. Parce que Laurent Gbagbo n'a utilisé aucune force pour être là où il est aujourd'hui. S'il a été élevé au rang où il est aujourd'hui, là, c'est pas la grâce divine. Donc, je pense que Dieu est en train de faire le travail. Et comme dit la parole de Dieu, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, nous devons laisser Dieu faire les choses. Et je pense que l'Afrique est debout. Donc, merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à vous également, Jimmy Stéphanie. C'est une fidèle téléspectatrice qui nous a appelé. On reste au téléphone. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle? Je suis Laure, j'appelle de France. Laure depuis la France, même si elle ne donne pas souvent la ville dans laquelle elle se trouve. On vous écoute, Laure. Écoutez, moi, je veux d'abord dire bon dimanche des pères à tous les hommes que vous êtes. Bon dimanche, messieurs. Laure vous souhaite bon dimanche et surtout bonne fête des pères. Je sais pas, moi j'y crois pas beaucoup, mais bon. Allez-y, Laurent, vous écoute. Voilà, je voudrais vous souhaiter très bonne fête de père à vous tous et surtout à Madame Gbagbo, Laurent, Simon. Je voudrais lui dire bonne fête des pères. Merci, on vous écoute. Alors, je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord avec Anatole ici. Je partage le fait qu'il faille fusiller Nicolas Sarkozy. Parce qu'il faut arrêter un peu le panafricanisme, ne peut pas la tente de la joue gauche. Je pense que maintenant, il faut rendre coup pour coup. Et puis, voilà, je pense que les choses vont revenir en ordre. Il faut se faire respecter ces deux côtés-là. Alors, par rapport au sujet du président Gbagbo, je voudrais à quoi va et mais aussi lui dire que qu'il se prépare à une vraie guerre parce que le nom qu'on ne prononce plus, la mort en question, n'est pas prête à abandonner et nous non plus, et lui non plus, il ne faudrait pas qu'il abandonne. Donc je pense que vous sur le plateau, vous êtes les armes qu'il faut de la parole et pour le reste, il faut aussi que le président Gbagbo prenne d'autres partenaires, je ne sais pas si je dis n'importe quoi, mais pour assurer sa sécurité, parce que le nom qu'on ne prononce pas, c'est le diable. Je vous remercie, je vous souhaite un très bon dimanche. Au revoir.
Bon dimanche à vous également, Laure, depuis la France, de nous avoir appelé cet après-midi. On reste toujours au téléphone, messieurs. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, il est chanceux le mec, il est revenu une seconde fois. Allons-y, depuis Benghazi, on vous écoute. Voilà. Monsieur Gbagbo, comme Ivoirien, il est sorti comme nous, monsieur. On a des problèmes avec vous, hein. C'est toujours entrecoupé. On va prendre un autre appelons rapidement. Essayez d'avoir le réseau pour nous appeler au téléphone. Bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? Oui, bonjour Steve Jocelyn Goss, je suis Corinne, j'appelle depuis Montréal. Corinne, fidèle téléspectatrice depuis Montréal, on vous écoute. Oui Steve, mais écoute, tu sais que quand il s'agit de la question de la Côte d'Ivoire, je fais toujours tout pour intervenir. Donc, pour aborder ce grand retour du président, je vous dis de maman, le OPA. Nous sommes très contents. Et pour aborder cette question-là, je vais prendre une image du film Les 300, le roi Léonidas. Pour ceux qui l'ont vu, oui. Lorsque le roi Léonidas est allé en guerre avec ses 300 hommes, les premières batailles, ils les ont gagnées. Mais pendant que tous ces soldats étaient en liesse, ils chantaient, ils scandaient des cris de joie, il y avait un seul qui a gardé sa réserve spartiate, c'est le roi. Je prends cette image pourquoi? Parce que aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont en fête. Les FPI Gore sont en fête. Mais moi, peut-être je veux paraître l'oiseau de mauvais augure, mais je dis plutôt qu'il faut faire plutôt très attention. Parce qu'il y a de grosses vagues noires et vraiment très forte qui arrive contre le FPI. Je m'explique. La semaine passée, j'avais planté le décor sur ce qui menace un peu la Côte d'Ivoire parce qu'on a Ouattara qui a permis la création d'une deuxième base militaire. Les enjeux que la Côte d'Ivoire représente sur le plan mondial en représentant les 40% du cacao mondial, ainsi de suite, pour ne pas revenir dessus. Quand on revient avec le chantier de la réconciliation, vous-même regardez le paysage politique actuel en Côte d'Ivoire, en dehors du FPI, et quand je dis même FPI, ce n'est pas le FPI dans sa totalité, c'est peut-être les 20% ou 30% maximum du FPI qui reste dans la ligne de l'intérêt et de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Tout le reste de la classe politique ivoirienne, soit les 70% du FPI, le PDCI, toutes ces histoires, tous ces torchons-là, ils ne sont pas pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Alors, ça fait que on est dans cette situation où le FPI est pratiquement seul. Dans toute sa fragilité, à tous les niveaux tels qu'on en avait déjà parlé, le FPI est pratiquement seul. Et je demande au FPI de faire encore plus attention que jamais, même si on a actuellement une grande victoire du retour du président Gbagbo, malgré tous les blocages qu'il y a eu, on voit un grand retour triomphal. Le FPI doit faire encore très attention. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que le président Gbagbo va revenir. Parce que même avant qu'il n'atterrisse à Abidjan, le grand capital, je l'avais déjà dit, le grand capital se rend compte que Ouattara n'est pas bon pour eux. Et il est mieux encore pour eux de positionner Gbagbo et d'essayer un peu d'arrondir les angles. Donc moi, je crois que le président Gbagbo va revenir. Mais si le FPI revient au pouvoir, la première des choses qu'ils ont à faire, c'est de faire des comptes publics. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut ils fassent de la communication, parce que c'était ça l'une des forces du RDR. On ne parle pas de RHDP, du RDR. Faire la communication et dire voilà comment le pays a été géré pendant 10 ans et voilà jusqu'où on est. Parce que s'ils ne font pas cette communication-là, je vous assure, même les soroïstes que vous voyez là avec le RDR, ils vont revenir pour dire que Ouattara a quand même fait tant, Gbagbo ne fait rien. Alors que Gbagbo passe son temps à éponger les dettes. Avant qu'on le chasse de pouvoir, il a travaillé pour descendre la dette de la Côte d'Ivoire à presque zéro et Ouattara est venu enfoncer le pays. Donc, pour revenir, je chute avec ça. Donc, pour revenir sur le grand chantier de la réconciliation de la Côte d'Ivoire, vous-même regardez
Vous pensez que Soro Guillaume a vraiment envie qu'on parle de la réconciliation de fond en comble? Ça ne va pas l'arranger. Le RDR non plus, ça ne va pas les arranger. Même le PDCI avec tous les autres là, ça ne va pas les arranger. Alors je me demande comment ça va se faire, ce chantier de réconciliation. Et même si on veut parler de la responsabilité de l'ONU, de l'Union africaine, de tous ces autres, est-ce qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire a les coups des franches d'aborder cette réconciliation-là de manière claire et précise? Ça, je me pose des questions. C'est pourquoi je dis il y a une grosse vague qui arrive et que le FPI se prépare. Merci beaucoup, Steve Joselangos. Bonne journée. Bonne journée à vous également et surtout bon dimanche à vous, Corinne, depuis Montréal. Merci de nous avoir appelés cet après-midi. Toujours au téléphone, ça sonne. Allô, bonjour. Bonjour, Steve. Edo depuis Chicago. C'est Edo depuis Chicago. Bonjour, on vous écoute. Bonjour, Steve. Bon à toi et à tout ton plateau et bonne fête des pères à tous ceux qui sont avec toi. Merci. Pour la thématique d'aujourd'hui, Steve. Vous savez, il y a des signes qui ne trompent pas. Vous avez vu l'arrivée du président Gbagbo. Vous avez vu déjà celui qui ne prononce pas le nom, ce qui s'est passé. Et au même moment, vous avez vu comment on condamne Guillaume Soro. Pour quelqu'un qui veut concilier les ils ont besoin de condamner Guillaume Soro pour ce qu'on l'accuse. C'est pour vous dire que vous n'avez pas besoin d'être... On a de sérieux problèmes de communication avec vous, Edo, depuis Chicago ce matin. Bon, je sais que là-bas c'est le matin, mais on a quand même de sérieux problèmes à vous avoir. On espère que ça va s'arranger. Ok, je vais essayer de... Merci, à tout à l'heure parce que ça s'entrecoupe à gauche et à droite. Nous allons prendre directement quelqu'un d'autre, toujours au téléphone. Allô, bonsoir. Bonjour. Oui, bonsoir Steve. Bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle? C'est dit, j'appelle depuis l'Afrique du Sud. Depuis l'Afrique du Sud, fidèle téléspectateur, on vous écoute. Ah, merci. Je dis bonsoir à tout le panel et un grand bonsoir aux mathématiciens. J'aime trop l'écouter. Alors, j'aimerais bien avoir l'objectivité de certains de ces panélistes, mais je suis très inquiet parce que 4 ou 5 événements qui se sont passés le jour de l'arrivée de Gbagbo me démontrent que le futur est sombre. Premièrement, nous avons les endocolons dans le FPI de Gbagbo. Deuxièmement, la France qui sort ses chars à l'arrivée de Gbagbo. Troisièmement, son cortège qui est arrêté par la police. Cinquièmement, la mort qui se déplace pour la France pendant que nous savons que le président arrive. Bon, quand on analyse tous ces effets, on se rend bien compte que la France n'est pas prête à laisser ses intérêts tomber en Côte d'Ivoire. Et elle sait très bien que Laurent Gbagbo, devenu président, va canceller tous ses contrats. Alors, ils ne se laisseront pas faire. Pour moi, je vois plutôt une guerre civile qui arrive, à moins que Gbagbo décide d'attendre que Ouattara fasse ses 5 ans et qu'il se retire. C'est ce que je vois. En dehors de ça, je ne vois pas comment Gbagbo prendra le pouvoir dans la passivité. Merci. Bonne journée. Bon dimanche à vous également depuis l'Afrique du Sud. Merci également de nous regarder de ce côté-là. Nous allons prendre un autre appelant directement au téléphone. Ça continue d'ailleurs de sonner. Nous prenons un autre rapidement, qui s'en est allé d'ailleurs. Un autre rapidement également. Toujours au téléphone. Là, la machine commence à prendre de l'huile. Là. La machine prend de l'huile. Au téléphone, bonjour, bonsoir. Selon le temps qu'il fait là-bas chez vous. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Moto. Moto depuis la Suisse, on vous écoute. Oui, bonsoir. Alors, bon, en fait, moi, je voulais juste apporter un plus par rapport à l'appelante de Montréal qui partageait son pessimisme sur le plateau. Moi, j'ai quand même remarqué, Steve, que depuis le retour du président, on n'a pas eu beaucoup de communiqués diplomatiques le félicitant ou lui souhaitant la bienvenue. Je vais dire d'autres pays, d'autres États, lui souhaitant un bon retour au président Gbagbo. Il y a quand même un silence de ce côté-là. Bon,
Je sais que ton expertise et journalistique pourra peut-être nous expliquer ça, mais moi je trouve ça un peu étrange, on va dire, dans un premier temps. La seconde chose, c'est que effectivement, oui, il faudra faire très attention par rapport au futur. Pourquoi? Tout simplement parce que le fait que M. Gbagbo rentre et que, on va dire, celui dont on ne prononce pas le nom ne soit pas là, n'est pas anodin. Puisque moi, je pense que lui, il est plutôt allé chercher, on va dire, la feuille de route, le carnet de route à mettre en place pour pouvoir écarter tout soulèvement, toute remobilisation ou toute remise en question de, on va dire, de certains événements ou de certains faits qui vont être mis sur la table. Donc, il en fait aller travailler. La question, c'est de savoir, est-ce que dans le camp de Gbagbo, on est prêt à cette riposte? Et moi, je pense que voilà, c'est peut-être une interpellation parce que je pense que le camp Gbagbo écoute ton émission. C'est une interpellation qu'on peut leur lancer à la dire. Il faut surtout pas qu'ils ferment les yeux parce que de l'autre côté, ça travaille. Et c'est même maintenant, en fait. C'est maintenant que le vrai combat débute. Voilà. Je ne vais pas te souhaiter fête de paix parce que tu ne crois pas à ça, mais permets-moi de souhaiter à tes panélistes. Et bon dimanche à tout le monde. Merci à vous également, Moto, depuis la Suisse. Moi, j'y crois pas, mais bon, je pense pas que c'est une organisation comme le NUG qui prend l'initiative de dire la fête des pères, alors qu'eux-mêmes ne sont pas réellement des pères. Allez savoir. Au téléphone, toujours, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Monsieur le volume de votre téléviseur, vous nous suivez facilement. C'est fait. Vous nous appelez depuis le Luanda. Oui, exactement, monsieur Steve. Bonsoir, monsieur Steve. Bonsoir à tout ton panel. Bonsoir particulier à Dr Edimo, Triple A, et Dr Mbele, qui m'excuse beaucoup si je n'ai pas bien prononcé son nom, et notre nouveau panéliste là. Omer Seda. Omer, merci beaucoup. Ok. Monsieur Steve, je pense que le moment est venu pour que les Africains prennent leur destin en main. Je parle des vrais Africains qui n'ont pas mordu à la maison de l'impérialiste, comme les autres que vous connaissez. C'est le moment que les Africains se lèvent pour venir au secours du peuple ivoirien qui est privé de tous ses droits. Quand je dis au peuple ivoirien, ce n'est pas tout le peuple, puisqu'il y a des pro-ados qui sont là, on ne parle pas de cela. Donc, M. Gbagbo a été acquitté. Si par exemple on prend quelqu'un chez lui à la maison, on dit qu'il a fait un crime, on le déporte. Malgré tout ce qu'on fait, on n'arrive pas à prouver ce qu'il a fait, on le relâche. Je pense que ceux qui l'ont relâché devraient d'abord le remettre là où ils l'ont pris et lui présenter ses excuses et passer à autre chose. Mais comme nous savons qu'ils ne le feront jamais, c'est nous qui devons le faire à leur place. Il faudrait qu'on s'assume. Qu'on s'assume qu'on le fait à leur place. Concernant les traîtres qui sont parmi nous, moi je souhaiterais que M. Belek soit le ministre de la Justice une fois que l'Afrique sera unie. Zéro tolérance pour les traîtres. Ils seront fusillés sur la place publique. Tant que nous ne le faisons pas, il y aura toujours des traîtres parmi nous qui aideront les autres à nous maltraiter. Il faudrait prendre le cas. Je vais vous citer un exemple du Vietnam. Après la guerre de Vietnam, quand la France a eu sa défaite, les Vietnamiens qui ont participé avec l'armée française à la guerre, après leur défaite, ils ont dit maintenant, ceux traîtres qui étaient avec les Français n'ont plus de place au Vietnam. Soit vous partez avec la France ou on vous fusille. La France les a pris, mais la France a jugé nécessaire de ne pas les mettre sur leur territoire. Ils ont été déportés très loin de la France. Vous pouvez vérifier. Ils ont été déportés. Là où ils sont, ils ont été placés là-bas. Donc ils ont quitté leur patrie, ils n'ont pas resté sur le patrie sur lequel eux, ils luttaient pour aider ces gens-là à détruire la leur. Maintenant, ils ne sont ni en France, ni au Vietnam, mais
sur un autre pays qui les adopte. Ça, c'est les frais à payer pour les traites. Je pense que c'est ce qui nous manque. Pour ne pas monopoliser la parole, monsieur, je vous dis bonne suite de programme sur DBS et bonne journée. Merci beaucoup, à la prochaine. À la prochaine. Eh bien, lui, il a déjà conclu l'émission, hein, mec. On reste au téléphone, toujours avec nos appelants au téléphone. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ngos. Bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Eric Martial depuis Yaoundé. Eric Martial depuis Yaoundé, on vous écoute. Je dis bonsoir d'abord à tout votre panel. Et ravi de voir ravi de voir le docteur Bellec sur votre plateau cet après-midi. Merci à vous également, on vous écoute. Ouais. J'aimerais revenir sur la thématique de quelles leçons pouvons-nous retenir du retour du président Laurent Gbagbo. C'est votre droit, on vous écoute. Le retour du président Laurent Gbagbo est un signal très fort pour non seulement la Côte d'Ivoire en particulier, et pour les Africains en général. Et je pense que ceux qui ont manigancé sa déportation pour la CPI devront rendre gorge, comme disait Croizat. Je ne veux pas vraiment m'appesantir sur la sentence qu'il donne pour... Je ne veux pas prononcer son nom, celui qui l'a déporté pour la CPI, mais s'il faille qu'on sorte une sentence pour lui, la fusillade publique est nettement mieux. D'accord. Alors, pour cela, je vous souhaite un très bon week-end et bonne suite de programme. Et je ne veux pas monopoliser la parole, comme a dit le précédent appelant. Et surtout, bonne chance. Merci à vous également. Eh bien, les mecs, ils sont nombreux à nous dire bonne suite des programmes. Hein. C'est bien d'ailleurs. Au téléphone, toujours, bonsoir. C'est Thomson Yang qui nous appelle également. Allô, bonsoir. Bonsoir et bon après-midi. Steve, je te salue sans toi. Je salue Croizat, et tout ton panel, vraiment. Pour l'émission de cet après-midi. Allô, Steve, vous me suivez? On vous suit parfaitement, on vous écoute. Ok, merci bien. Pour l'émission d'aujourd'hui, c'est que j'aimerais tout simplement pour tous les endocolons qui existent encore en Afrique. Parce que désormais, l'Afrique est en train de prendre conscience, on ne peut pas tout tolérer. Comme tout à l'heure, il y aura plus de tolérance dans notre sol africain. On a marre de ces endocolons qui nous sont tous nous enfants. L'Afrique veut se réveiller. On a de sérieux problèmes à vous avoir. Hein. Le son est entrecoupé et on ne vous entend pas parfaitement. On va vous reprendre plus tard. On va prendre un dernier appelant rapidement également. Au téléphone, Edo depuis Chicago qui revient. Bonjour. Bonjour Steve. Oui, tu me reçois? On vous reçoit maintenant. Ça commence à venir. Bon, j'espère que ça va aller. D'accord. Ok. Je disais, vous avez vu le fait que vient de la terre natale et qu'on condamne Guillaume Soro à vie. Vous avez vu celui que le nom ne veut pas la réconciliation de la foi. Parce que s'il voulait la réconciliation, il ne devait pas avoir ce... Toujours des petits problèmes avec vous, hein, Edo depuis Chicago. On a des problèmes à vous avoir, ça fait toujours le même problème. On va prendre un dernier. Au téléphone, bonsoir, ou bonjour d'ailleurs. Allô, bonjour. Bonsoir, bonjour, monsieur. Allô, bonjour, monsieur Ngous. Bonsoir. De la part de monsieur Alain Tsumba, je vous appelle des États-Unis. Oui. Salutations à tous les panélistes, monsieur Aubert, docteur Bellec, docteur Edmond et Croizat. Alors, concernant la thématique, je veux dire ceci. Nous sommes d'abord très contents du retour du président Laurent Gbagbo, mais aussi nous tenons à appeler à la vigilance.
C'est-à-dire que son parti, le FPI, a été fortement infiltré pendant ces 10 ans d'absence. C'est tout à fait normal quand on est absent pendant un trop long moment qu'il y ait des intrus qui viennent et qui complètement déstabilisent ou rend votre parti pratiquement un parti mollusque, où toutes les personnes sont complètement, la majorité sont corrompues. Alors il doit faire très attention dans sa démarche et il doit veiller sur peut-être créer une nouvelle structure autour de lui, une nouvelle élite pour faire ce combat. Et ça, c'est très important. Et aussi, il y a autre chose que nous devons retenir, c'est qu'en Afrique, nous devons arrêter avec la politique de la non-sanction. C'est-à-dire que quand on tombe sur quelqu'un qui tabasse, qui menace la population, qui exerce une répression sur la population, ces dirigeants ne méritent pas de pouvoir conduire le règne d'un pays. Alors, nous demandons beaucoup de vigilance au président Gbagbo. Nous le gardons dans la prière, mais surtout qu'il soit très vigilant parce qu'actuellement, pendant que nous parlons, dans les officines occidentales, il y a un travail d'arrache-pied qui se fait. Ils sont en train de travailler nuitamment sur cette situation et c'est à lui d'être aux aguets et d'être prêt pour pouvoir braver et reprendre sa position initiale, c'est-à-dire président de la République de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie encore une fois. Bon dimanche. Bon dimanche à vous également depuis les États-Unis. De ce côté-là, eh bien, messieurs, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Plus que 5 minutes pour sortir de cette édition. Docteur Edimo, vous avez suivi les uns les autres. Pour bon nombre de nos téléspectateurs qui nous appelaient cet après-midi, pour eux, Alassane Dramane Ouattara, celui qu'on ne prononce même plus d'ailleurs le nom, est du côté aujourd'hui de l'Hexagone pour un carnet de route. Là-bas, on est en train de travailler pour voir comment il faut à tout prix détruire non seulement le Front populaire ivoirien, mais également il faut détruire Laurent Koudou Gbagbo, lui qui est venu et dont la popularité est restée intacte, et même d'ailleurs, elle a même beaucoup augmenté, parce que pour bon nombre, c'était des millions d'Ivoiriens qui sont venus d'ailleurs l'accueillir. Là encore, pour eux, c'est un danger pour celui qu'on ne prononce pas le nom, donc il faudrait qu'il fasse très attention. Oui, absolument, il faut qu'il fasse attention, mais une chose certaine, j'aime le dire, Dieu a mis sa main sur Laurent Koudou Gbagbo et il va continuer à le faire. Dieu protège ceux qui suivent ses instructions, ceux qui sont honnêtes, qui sont pour l'intérêt du peuple. Je ne vais pas m'appesantir longtemps. J'avais une parole qui m'a été arrachée, donc je souhaite qu'on me donne 1-2 minutes. 2 minutes, top chrono d'ailleurs. Top chrono. Oui. Voilà, merci. Déjà, je voudrais revenir sur ce que Omer a dit concernant le merci aux Camerounais de Laurent Gbagbo et sur l'inclusion de Joe Biden dans ce dossier esclavage. Beaucoup de gens ne le savent pas. J'ai parlé de l'Égypte, je vais peut-être revenir très rapidement sur ça aussi, mais retenons une chose, c'est que le Cameroun, notre pays, est au centre de tout. Il est vraiment au centre de tout. On a cité le football, la musique, les interventions à l'ONU de 52, de Oumiobe. En fait, c'est Oumiobe qui donne le courage à celui de Conakry, à Sékou Touré et aux autres. Oui. C'est lui qui réclame, pas pour le Cameroun, mais pour toute l'Afrique. Et le Cameroun est dans la dynamique, cette dynamique de la mondialisation. On l'a vu dans le football, on l'a vu partout. Dans la communication, ce que nous faisons ici, c'est quelque chose qui ne se trouve nulle part dans aucun pays africain. Mais surtout, revenons en arrière. Quand la première vague de mondialisation est lancée, c'est le Cameroun qui est encore champion. Ça va vous surprendre. Et Joe Biden sait, s'il écoute, il sait ce dont je parle. En fait, quand on va faire les tests ADN des Américains, on va trouver que 90% au moins viennent du Cameroun, de la zone de Bankim, Babouté et ailleurs. Et ce sont ces gens qui partent pour faire les travaux dans
l'industrie cotonnière et la canne à sucre. C'est par rapport à cela que Joe Biden dit merci. Mais ce n'est pas lui qui doit dire merci. C'est les grandes familles qui doivent dire merci. Parce qu'en fait, c'est l'heure de l'accumulation initiale du capital. La première révolution industrielle, elle est du domaine du textile. C'est les Camerounais qui l'ont activée. C'est eux qui ont permis, sous la bénédiction du Vatican, parce que c'est le Vatican qui gérait ce commerce des esclaves, qui était le broker, qui a permis à ces gens qui faisaient ce commerce, dont les Rothschild et toute la bande, d'avoir la première base d'accumulation qui vient donc de l'industrie du textile. Après le textile va venir la machine à vapeur et tout le reste. Permettez-moi encore rapidement dire quelque chose. Quand on dit que Charlemagne a créé l'école, c'est bien. Que jamais. Bon, je dis oui, mais moi je souris. Je dis plutôt que je souris. Bon, il faut qu'on arrête d'enseigner ça aux enfants. Mais je dis que Imhotep a créé l'université et c'est dans cette université que sont venus ce que eux ils appellent les savants. Pythagore, Thalès, Hérodote, Hippocrate, Elkébert, Euclide et surtout. On le dit quand même dire qu'Hippocrate n'était pas le meilleur des élèves d'Imhotep. Hein. Il était parmi les nullards d'ailleurs. Il était parmi les nullards. Un des brillants qui était là-bas dans les pyramides, c'est certainement Pythagore et Thalès. Mais il y a deux autres brillants. Je suis économiste, on le sait, mais je suis surtout politologue. Nos patrons de la science politique, de la politologie, ils sont deux. C'est Platon et Aristote. Ils étaient là-bas aussi aux pyramides pour apprendre ce qu'on appelait à l'époque la gestion de la cité, donc la gestion de la politique. Tout ça, ça vient de l'Afrique. Je vais sortir pour préciser une chose concernant l'avenir un peu de l'Afrique. Retenez une chose, les coûts de production se sont renchéris massivement en Chine et en Asie. Et depuis 2015, la Chine a annoncé que à peu près 70 à 85 millions d'emplois devront être délocalisés. Ils ont commencé cette dynamique qui permet à leur projet aussi de la nouvelle route de la foi, soit de prendre corps et surtout avec la zone de libre-échange, ça va nous permettre de nous enrichir très rapidement. Un jour, peut-être qu'on prendra le temps de parler de cette zone de libre-échange qui va réduire de 6,1% les taux de douane et permettre ainsi au continent de gagner à peu près annuellement 150 millions de dollars, ce qui lui permettra rapidement de rattraper d'ici 2040 le PIB de l'Union européenne d'après nos calculs. Voilà, merci. Merci à vous également, Dr Edimo, d'avoir été là ce matin. Merci également pour toutes ces brillantes analyses. Merci à vous également, Dr Jean-Paul Bellec, d'avoir été là ce dimanche. Merci à vous, Merceda. Juste un petit mot. Je voudrais rapidement dire qu'en réalité, science sans conscience est que de l'âme, comme disait Rabelais. Mais le continent africain doit apporter à l'humanité occidentale un peu plus d'humanisme. Parce que si aujourd'hui nous vivons un monde extérieur devenu envahissant, violent, avec les hommes qui vont avec les hommes, les femmes qui vont avec les femmes, les élèves qui agressent leurs enseignants, les enfants qui giflent sur leurs parents, c'est simplement la conséquence d'un occidentalisme abject qui a échoué. Et l'Afrique doit pouvoir apporter un peu plus de lumière pour un futur avenir. Merci à vous. Merci à vous également, Albert. Ce que vous dites, c'est inscrit dans le protocole de Toronto, c'est-à-dire la dépravation généralisée au niveau des mœurs, au niveau des valeurs. Maintenant, pour terminer avec votre permission, si vous en gros, je voudrais rapidement dire deux choses. Déjà, la réconciliation en Côte d'Ivoire, c'est une diversion. Oui. Deuxième chose, c'est fondamental, il faut adapter la lutte des panafricanistes au contexte actuel parce que les autres sont violents. S'il faut en même temps leur opposer la violence, il faudrait qu'on... Ça ne peut pas passer notre nature, la violence. Hein. Mais s'il faut les sensibiliser en utilisant quelquefois les mêmes méthodes qu'ils utilisent, je pense qu'on ne devrait pas avoir honte de le faire. Merci, monsieur, d'avoir été là cet après-midi.
Le combat pour faire des pays africains, des États de droit, est une bataille qui s'impose à toute l'Afrique, plus spécialement en Côte d'Ivoire, où la perte des valeurs démocratiques s'accentue au fil du temps. Il est alors grand temps pour la Côte d'Ivoire d'aller de l'avant, d'aller vers la réconciliation nationale. Il est aussi grand temps pour toute l'Afrique de renaître de ses cendres. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.